Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aussi dans ce nouveau décor. Je suis tellement contente de pouvoir enfin filmer ici, donc devant ma bibliothèque. Aujourd'hui, on se retrouve donc, vous l'aurez compris, pour parler de livres, mais on va pas parler de n'importe quel livre, on va parler développement personnel. Ces derniers temps, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas eu le temps d'énormément lire des fictions. Tout simplement parce que je rentre des cours, je mange, je me douche et je dors. Je prends très peu de temps pour lire. Mais il y a quand même un style de livre que j'adore lire en cours et même un petit peu sur mes pauses au taf, c'est les livres de développement personnel. Bref, aujourd'hui je vous ai sélectionné 8 livres de développement personnel que j'ai lus au cours de ces 2 dernières années et je vous en ai tiré la leçon que j'ai retenue. J'espère que ça vous plaira et sur ce, c'est parti. Le premier livre dont on va parler, c'est l'incontournable Un rien peut tout changer de James Clear. Ce livre-ci traite des habitudes, de l'importance d'un quotidien qui soit organisé et sain. Et la chose que j'ai retenue de ce livre, c'est l'importance des 1% meilleurs chaque jour. C'est un truc qui s'appelle le potentiel latent et ça a été observé notamment chez des sportifs. En gros, arrive un moment où le coach, il aura beau entraîner ses équipes au maximum, il n'aura plus de possibilités d'amélioration, du moins en entraînement. En revanche, un aspect qu'il pourra toujours améliorer, c'est le quotidien des athlètes. Qu'ils dorment bien, qu'ils dorment sur des matelas confortables, qu'ils aient tel ou tel repas, qu'ils aient telle ou telle routine de sport, bref. James Clear parle du potentiel latent comme quelque chose qui nous pousse à faire un petit peu mieux chaque jour, et de pas beaucoup puisque c'est de 1%. En gros, je vous mettrai la courbe à l'écran, mais si vous faites 1% mieux chaque jour, vous allez arriver à un résultat qui sera plutôt pas mal en fin d'année, tandis que si vous faites 1% moins bien, vous n'allez pas plonger, mais par contre vous allez stagner. En bref, c'est un super concept que j'ai adoré lire et dans lequel je me replonge assez régulièrement pour me rappeler que j'ai pas besoin de monter des grandes marches à chaque fois, je peux très bien faire juste un petit geste en plus, et ce petit geste aura toute son importance quand il sera combiné à ceux des journées précédentes. C'est un bouquin que je recommande à tout le monde, même s'il est quand même assez gros, il faut s'accrocher pour le lire. Néanmoins, il y a quand même pas mal de schémas, de concepts, etc. Et si vous êtes intellectuel, que vous aimez apprendre des nouvelles choses, lisez-le, il est hyper intéressant. Le deuxième livre que j'avais envie de vous présenter, c'était 101 essais qui vont changer votre manière de penser de Brianna Wiest. Cette autrice, je l'adore, vous allez voir d'ailleurs qu'il y a un deuxième de ses livres qui suit, mais celui-ci parle avant tout de changer sa perception des problèmes que l'on peut rencontrer. C'est un des trucs que j'ai le plus retenu, entre autres parce que du coup il y a 101 essais qui s'étalent sur énormément de sujets, mais une chose qui m'a énormément marqué dans ce livre, c'est cette manière de dire notre réalité forge notre pensée et notre pensée forge notre réalité. En gros, si vous arrivez devant une épreuve et que vous la prenez mal, vous allez forger une réalité qui va être désagréable. Au contraire, si vous la prenez comme un challenge, vous allez plutôt voir ça comme une sorte de défi à relever. Ce livre de Brianna Wiest est absolument génial pour tous ceux qui ont des soucis au niveau de la perception, de l'imagination, de la création, du fait de se détendre. Il y a vraiment des essais pour tout, il y a même un essai sur l'art de l'argumentation. C'est pour vous dire à quel point il est vaste. J'ai choisi le sujet de la perception des problèmes, mais vous pouvez clairement en trouver des tonnes et des tonnes à l'intérieur. Il est hyper sympa à lire. Ensuite, troisième livre que je voulais vous présenter de la même autrice, La montagne, c'est toi. Je vous en ai parlé très récemment dans une de mes dernières revues livres, mais clairement ce livre c'est un doudou. C'est un câlin à son âme, c'est dire je sais que parfois je fais pas toujours les meilleurs choix pour moi-même et je m'excuse par rapport à ça. Ce livre parle avant tout d'auto-sabotage. Et vous l'aurez compris, s'il en parle, c'est la principale chose que j'ai retenue, reconnaître et affronter l'auto-sabotage. En fait, quand on le lit, on se rend compte des choses que l'on peut faire ou ne pas faire pour soi et on se dit ok, c'est pas grave, j'entends que je me suis peut-être fait du mal inconsciemment, mais aujourd'hui je décide de ne plus le faire. Il est absolument génial, très agréable à lire, plutôt fin, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Ensuite, quatrième livre que je voulais vous présenter, c'est Les princesses ont toujours raison de Fabrice Midal. Alors ce livre-ci est tout simplement un regroupement des contes que l'on connaît de quand on était enfant, donc Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, La Reine des Neiges, bref. Il y en a plein, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est l'histoire du vilain petit canard. Avant tout, c'est un conte qui parle de transformation et d'acceptation de soi, mais dans ce livre-ci, Fabrice Midal l'analyse plutôt comme quelque chose qui nous dit de s'affranchir des mœurs, de s'affranchir des normes sociales et surtout de s'affranchir des chemins que l'on trace pour nous. Le vilain petit canard, s'il était resté avec les canards, il aurait toujours été en marge. Lorsqu'il rejoint les cygnes, il se transforme, il se dévoile et là, on se rend compte de son potentiel. En bref, ce livre m'a appris que je ne dois pas chercher à suivre des normes sociales qui ne sont pas faites pour moi. C'est vraiment plus du tout dans mon mode de fonctionnement et c'est quelque chose que j'ai réalisé
réellement en fait extrait depuis que j'ai lu ce livre. Dès que j'ai une sorte de baisse de morale, une baisse de confiance en moi, où je me sens réellement en décalage avec les gens qui m'entourent, je me rappelle de ce concis et je me dis que finalement peut-être que toutes les étapes de ma vie ne sont pas forcément modelées pour moi. Il faut que j'en passe par là parce que c'est mes choix et c'est aussi quelque part un impératif de la vie d'étudiante, mais ça me rappelle aussi que mon potentiel évoluera ailleurs et donc que la personne que je suis aujourd'hui n'est peut-être pas la plus épanouie, tout simplement parce qu'elle ne se trouve pas dans le bon environnement pour l'être. Ensuite, passons au 5e livre, c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu, je l'ai annoté comme une dingue et ok, on va se le dire, il y a une chose que j'ai retenue de ce livre, outre le fait que le regard des autres c'est con, qu'il y a plein de normes sociales qui ne servent à rien, que machin, que truc, bref, le titre parle pour ce livre. Une leçon m'est restée en tête, c'est le fait de choisir ses souffrances. En gros, dans ce livre, on nous explique que le bonheur peut être un problème s'il devient le but de notre vie. Et que, à l'inverse, les douleurs, les souffrances ne sont peut-être pas si mauvaises que ça. En effet, c'est lorsqu'une situation devient inconfortable, donc quand il y a de la douleur, que l'on va se dire qu'il est peut-être temps de changer. Et c'est en changeant qu'on évolue. En ça, les douleurs, les souffrances, les moments un petit peu de bad sont hyper importants pour l'évolution personnelle. Dans ce livre, Mark Manson nous dit pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que j'ai décidé que j'allais avoir de la douleur? Est-ce que je choisis réellement mes souffrances? Et aujourd'hui, j'ai vraiment intégré ce principe-là. Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce que je choisis mes souffrances? En gros, je peux me plaindre que mes études sont très prenantes, mais je les ai choisies. Donc j'aurai toujours cette motivation et cette discipline de me dire qu'il faut que j'aille au bout. Je peux me dire que certes, je dors peu parce que j'ai streamé la veille, mais j'ai choisi de streamer parce que le stream, ça fait partie de mes passions et que ça me fait du bien de le faire. En bref, on n'a rien sans rien et choisir ses souffrances, c'est admettre qu'il y aura toujours une partie désagréable, même dans nos plus grandes passions et même dans nos plus grands rêves. Mark Manson m'a réellement appris ça. Choisir ses souffrances, c'est choisir comment est-ce qu'on décide d'évoluer et si on évolue ou pas. Et le fait de me rappeler de ce paragraphe-là dans ce livre, ça m'a aussi fait me rendre compte que parfois je me mets dans la merde, mais parce que je sais que je peux faire mieux et je sais que j'ai un potentiel d'évolution dans cette situation-là. En bref, choisissez vos souffrances parce que vous ne pouvez pas choisir votre bonheur. Ensuite, prochain livre qui est un livre que j'ai lu cet été et que j'ai absolument adoré, je vous en ai parlé dans mes dernières revues aussi, L'art de faire les choses jusqu'au bout, de Kevin Tran. Évidemment, le rire jaune, Kevin Tran, Henry Tran sont des personnalités que je suis énormément, j'adore leur travail, j'étais une de leurs premières abonnées. Oui, c'est une fierté. Et le parcours de Kevin Tran m'inspire énormément au quotidien, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé de lire son livre. Alors, outre le fait qu'il parle de tout l'aspect environnement, historique, comment est-ce qu'il en est venu à faire ce qu'il fait aujourd'hui, il y a un chapitre qui m'a énormément marqué et c'est celui au sujet de la discipline. Dans ce livre, Kevin Tran nous dit, une fois que tu as défini des règles, suis-les bêtement et ne réfléchis pas. Et c'est clairement dans ce mode-là que je me mets lorsque je sais que j'ai des vidéos à faire ou que j'ai du travail pour les études. Je définis ce que je veux faire et je me mets en plein dedans sans trop réfléchir. Parfois, agir en mode pilote automatique, ça peut être pas mal salvateur pour tous nos projets perso et pro. Donc n'oubliez jamais que la clé de nos projets, ce n'est pas la motivation, mais c'est bien la discipline. Avant-dernier livre de cette vidéo, c'est Agir et penser comme Katniss Everdeen de Louise Volange, qui est donc un des livres de la petite série Agir et penser comme. Vous pouvez en retrouver sur plein de personnages différents. Ils sont très sympas à lire et assez rapides. Et ce livre aussi m'a tout simplement fait me rendre compte que tous les personnages ont des failles. J'adore Katniss Everdeen, j'adore les Hunger Games et je me retrouve réellement en son personnage. Tête brûlée, sens du sacrifice, vraiment borné aussi et parfois insupportable, j'ai toujours eu un lien très particulier avec ce personnage-ci. Et là, le fait de lire un petit peu les écrits sur le détail de son caractère, de sa psychologie, ça m'aide aussi à me rendre compte qu'elle a des failles. Elle a des défauts et elle a aussi des faiblesses. Mais ces faiblesses-là, elle les accepte et elle en fait quelquefois des forces, ou tout du moins, elle arrive à compenser pour que ce ne soit pas quelque chose qui la dérange au quotidien. En bref, ce livre aussi m'a énormément aidé dans l'acceptation du fait que je ne pouvais pas être parfaite tout le temps, je ne peux pas être hyper performante tout le temps, et que si quelqu'un comme Katniss Everdeen a des failles, alors je dois bien en avoir aussi. Le fait de me dire ça, ça m'aide à sortir du déni quant à mes états émotionnels, et aussi à me dire que je peux réussir des choses tout en étant pas toujours parfaite. C'est pas parce qu'on fait des erreurs en chemin qu'on n'atteindra jamais la destination. C'est un livre très sympa et encore une fois je vous invite à regarder parce que il y a des livres comme celui-ci sur tous les personnages que vous pouvez imaginer, que ce soit Naruto, Gandhi, comme un chat. Renseignez-vous, ils sont courts, très cool et franchement ils sont plutôt éducatifs. Enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter, je n'ai pas fini de le lire mais il m'a déjà tellement marqué qu'il fallait que je vous en parle. Conversations on Love de Natasha Loon. Alors, il est en anglais ici, je ne sais pas s'il est sorti en français, je vous mettrai en haut de l'écran si c'est le cas ou pas. C'est un livre qui parle d'amour.
d'amour sous toutes ses formes. D'amitié, d'amour fraternel, d'amour parent, de tous les amours que vous pouvez imaginer, mais aussi de la perte, du divorce, du deuil, de vivre sans amour, d'accepter de ne pas être toujours en couple, d'accepter que nous ne sommes peut-être pas faits pour être en couple. Bref, c'est un livre qui est extrêmement riche et vous voyez que j'ai pas énormément avancé, mais déjà là, il y a des leçons que je retiens et que j'espère retenir pour pas mal de temps. Une des premières leçons que ce livre m'a apprises, c'est l'amour, ça commence par soi. Dans ce livre, Natasha Lund interviewe plusieurs auteurs, psychiatres, docteurs, bref, plein de gens de son entourage avec qui elle a parlé d'amour. Et il y a des conversations qui sont hyper intéressantes, notamment dans le style de la personne n'a jamais eu l'amour de ses parents, la personne n'a jamais eu de relation amoureuse, la personne n'a jamais connu telle ou telle forme d'amour. Et c'est impressionnant de voir à quel point l'humain s'adapte à ses manques. En gros, il est dit que avant de commencer à aimer quelqu'un, il faut savoir que l'on peut trouver l'amour en soi. C'est pas forcément une obligation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre en couple parce que on trouverait l'amour en soi de toute manière, donc à quoi ça sert? Mais c'est plutôt se dire que si on ne trouve pas l'amour en dehors, il est peut-être temps de chercher à l'intérieur. C'est une des leçons que j'essaye le plus d'apprendre ces temps-ci parce que je voulais peut-être montrer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu une vraie baisse de régime et un vrai coup au moral. Et j'ai eu besoin de me dire que je ne trouvais pas tant de choses à l'extérieur et que je n'avais pas tant à perdre à me retrouver avec moi-même. En bref, l'amour, ça commence par soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne le trouve pas à l'extérieur, mais ça veut dire qu'il y en a partout, même dans les choses les plus banales. Je vais vous prendre un exemple, mais le fait que ma mère ait étendu le linge sans m'attendre, c'est une forme d'amour, parce qu'elle l'a fait pour ne pas m'embêter. Le fait que je décide de m'habiller confortablement, c'est une forme d'amour pour moi-même. En bref, il y a de l'amour partout, il suffit juste de savoir regarder. Et plus on le voit dans le quotidien, plus notre réalité change et plus on se rend compte à quel point on est chanceux de vivre la vie qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être pas la vie dont on rêve, mais on est déjà bien chanceux de l'avoir. Et voilà, vous avez maintenant une pile à lire plutôt bien remplie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, s'il y a des idées, des points sur lesquels vous voulez débattre ou sur lesquels vous voulez discuter, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Encore une fois, si vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux, je vous invite à le faire, que ce soit Instagram, TikTok, Twitch, bref, j'essaie d'être active un petit peu partout et de vous proposer du contenu assez varié. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu peut-être en tirer quelques leçons pour vous-même ou tout du moins que vous aurez des choses auxquelles réfléchir dans les prochains jours. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous êtes unique. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et sur ce, je vous dis bye!